Et alors, j'ai la chance ce matin de recevoir l'homme derrière toutes ces répliques cultes. Mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. Si tu es venu là pour me faire une scène, ton avance, tu peux te la foutre au cul. Mais t'as pas le droit de me le refuser, pauvre con. Mais je vais me gêner, espèce de poids à tabac. T'as regardé sa caméra? Pas du tout. Tu pars tout de suite ou je te fais couler en bain. Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici? Ta gueule, main sur la tête, le pédé, balance ton nom. Pense. Général, je pense. Je t'aime, tu es l'homme de ma vie. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Jean-Marie Poiret est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Merci Bonjour à beaucoup tous. d'être là. Vous avez reconnu d'ailleurs les amis tous ces Il y tous avait ces des films. visiteurs déjà à la Les fin. visiteurs, bien. Le Père Noël est une ordure. Bien. Papy fait de la résistance, non? Papy fait de la Ouais. résistance, exactement. Il m'en manque un, je crois Ouais. qu'il en manque un. Vous l'avez vous Jean-Marie Poiret ou pas? Cornet de bif. Cornet de Ah, bif, oui, oui, bien sûr. Voilà. La queue. La Tous queue, ces ouais. films. Je crois que c'est Les hommes préfèrent les grosses, non? C'est pas ça? Non, c'était Valérie Le Mercier, la première fois que je tourne avec Valérie, et cette scène où elle était vraiment géniale. Tous ces films sont signés donc Jean-Marie Poiret. Vous nous en racontez toutes les coulisses dans vos mémoires absolument passionnantes que vous avez intitulées Rire est une fête, un livre qui vraiment fourmille d'anecdotes. On apprend par exemple que Fabrice Lucchini a failli jouer le rôle de Jean-Pierre, le mari de Béatrice dans Les Visiteurs. Vous le rencontrez, vous réalisez qu'il a appris le script absolument par cœur. Il vous fait tous les rôles, même Béatrice. Hein. Il était sensationnel, paraît-il. Mais le problème, c'est qu'il réclamait trop d'argent, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que le cinéma, c'est quand même une industrie, et donc il y a des problèmes de budget souvent. Bah oui, ouais. Quand on fait un tour de table pour arriver en plus, c'était assez serré le budget des visiteurs, puisque TF1 n'était pas venu dans l'affaire. Pas grand monde n'y croyait au départ. Donc en fait, personne n'y croyait. Ouais. Et donc, on avait, Dieu merci, FR3 qui est venu à notre secours. Mais FR3, c'était pas des budgets formidables. Donc, j'avais pas beaucoup de sous. Et Fabrice, qui était vraiment génial, il m'a vraiment chopé pendant ce déjeuner. Parce que d'abord, il est parti ex abrupto, c'est-à-dire on parlait de la vie, de la mort et de la coiffure. Et tout à coup, il est parti dans le texte. J'ai même eu un moment à réaliser. Bon. Il prenait une voix de femme pour faire... Bon. Et il faisait tout, il connaissait voulait tout vraiment faire par le film. cœur. Ouais. Oui. Ouais. C'est incroyable. Et il était très bon, parce que moi, je lui avais dit, c'est pas du tout pour vous. Je suis désolé, vous avez envie de le faire, mais vous êtes totalement extraverti. Le personnage est timide, dominé par sa femme. Et en fait, souvent, les metteurs en scène sont assez cons, parce qu'ils ne sont pas capables de voir qu'un acteur est capable de jouer autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Voilà. Maintenant, il a demandé le même salaire que Jean les 3 Reno. rôles principaux, Voilà, c'est ça. Oui, enfin, il m'avait dit les 3 rôles principaux, sauf que d'ailleurs, Le Mercier était débutante, elle gagnait beaucoup moins d'argent que les deux vedettes Que Reno et masculines. Clavier. Ouais. Voilà. Et il m'a dit, mais non, c'est un film à 4. J'ai dit, écoute, aujourd'hui, mon budget est bouclé. Ça ne changera rien que tu sois là ou pas. Lucchini a une certaine valeur. Hein, il y a des films qui sont montés sur lui. Alors ça, c'est autre chose. On va voir à la télé, on dit, j'ai Fabrice Lucchini. Mais là, vous dites ça à des gens, ils ont très vite compris que vous voulez plus de fric. Et très rapidement, on vous dit, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et alors, vous ouvrez votre livre sur un autre déjeuner, d'ailleurs, avec Valérie Le Mercier. Oui, on déjeune beaucoup. Vous déjeunez beaucoup, j'ai l'impression. Oui. Le jour où elle refuse de faire Les Visiteurs 2, Oui. après avoir beaucoup hésité. Hein. Elle change 3 fois au cours du déjeuner, elle change 3 fois d'avis. Elle était totalement perdue, d'ailleurs, et elle savait pas, elle en avait envie. Moi, j'étais très, très... je sais pas, je n'ai pas été assez convaincant, mais en tout cas, j'étais très pressant. Et je lui expliquais à quel point le public l'avait aimé et qu'elle faisait une erreur. Bon, d'ailleurs, je persiste à penser Qu'elle a fait une erreur, parce que, Ouais. elle a une carrière formidable, elle a un talent fou, donc c'est Mais elle vous a donné génial. une raison pour ça? Pourquoi elle voulait pas faire le 2?
Non, elle m'a dit qu'elle n'avait pas à me donner de raison parce que les Visiteurs 1 s'est passé d'une façon visiblement pénible pour elle. Ouais. Elle pleurait souvent, elle était mal à l'aise. Elle s'est pas bien entendue avec Christian Clavier et Jean Reno, dites-vous. Je ne C'est sais un peu pas. frais entre eux. Mais d'abord, sur les films, il y a des moments où ça s'entend très bien. C'est quand les acteurs tirent crampette ensemble. Alors là, ça marche très bien. Tout à coup, généralement, ça dure le temps du film. c'est comme les amours de vacances. Bon, alors ça, c'est idéal. Vous avez formidable, parce que tout le monde est content. Généralement, ils sont séparés 3 jours après la fin du film. Mais voilà. Mais sinon, il y a quand même souvent des rapports de compétition dans les films. Et puis d'abord, il faut se concentrer. Et c'est pas forcément l'amitié qu'on croit les tournages. Et alors, vous nous racontez un truc incroyable dans votre livre, c'est que Valérie Lemercier a refait tous ses dialogues en post-production pour accentuer le trait. Elle voulait aller plus loin dans son rôle. Et vous l'aviez beaucoup poussé, paraît-il, pendant le tournage. C'est ce que vous racontez, en tout cas. Oui, elle n'a pas refait les dialogues. Elle n'a pas changé le texte. Non. Mais elle s'est doublée elle-même, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'est passé quelque chose d'étonnant. C'est que quand elle a vu, on fait ce qu'on appelle les post-synchro au cinéma, c'est-à-dire quand les prises sont pas bonnes pour des raisons de son, il y a un camion qui passe, il y a un marteau-piqueur, un truc qui dérange, on est obligé de doubler, ce qu'on appelle doubler le texte. Et alors là, pour ça, c'est assez difficile à faire. Il y a un texte qui passe en bas de l'écran et les acteurs doivent lire le texte au moment où ça passe sur une barre pour être synchrone avec les lèvres. Donc c'est très compliqué. Et il faut le préparer à l'avance. Bon. Et alors, elle voit, évidemment, c'est le moment où généralement les acteurs découvrent le film, parce que c'est par petits bouts, mais c'est bien avant qu'ils voient le film monter. Et là, elle me dit, elle le trouve pas mal, elle se met à rire. Et elle me fait, j'avais pas vu ça comme ça. En fait, je crois qu'elle a pensé pendant tout le tournage qu'elle tournait un très mauvais film. C'est ça. Voilà la vérité, je crois. C'est que d'ailleurs une fois elle m'a dit, mais j'ai l'impression de jouer comme au théâtre ce soir. Bon, elle trouvait que je la poussais trop, justement. Bon. Et puis là, elle a vu, mais elle me dit, et alors elle est très bonne en doublage en plus. Donc elle avait très bien amélioré ses répliques. Et elle me dit, mais j'ai complètement merdé tout. Ça pourrait être beaucoup plus drôle. Ouais. On va refaire tout le film. Et je dis, c'est pas possible. Excuse-moi, chérie, mais moi, on peut pas faire ça. Il faut que ça se prépare, ça coûte du pognon. Bon. Et donc j'ai dit non, on peut pas le faire. Et je suis rentré chez moi, je me suis dit mais je suis idiot. Donc j'ai appelé l'équipe, Dieu merci, j'étais producteur du film. Donc j'ai dit est-ce que vous êtes prêts à travailler ce week-end? Ils ont tous dit oui, et je l'ai appelé, j'ai dit écoute, on y va, il y a pas de bande rythmo, on y va comme ça. Ce qui est raté, je le mets à la poubelle. Ce qui est bon sera dans le film. Et si c'est très très bon, je vais changer le montage pour que tu sois synchrone. Ah, génial. Et elle a été démente. Ah bah ouais. Parce que elle s'est amusée, elle était dans le noir, seule avec elle-même, face à l'écran, et elle s'est mise à aimer le film beaucoup à ce moment-là. J'ai d'ailleurs été surpris quand elle m'a dit qu'elle ne voulait pas faire le 2. Et le résultat est génial. À l'arrivée, ça fait partie des anecdotes dans ce livre. Rire est une fête de Jean-Marie Poiré. On continue à en parler dans un instant avec d'autres films cultes, notamment Le Père Noël est une ordure. À tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h. Et ce matin, Thomas, vous recevez un grand réalisateur, celui qui a bercé nos jeunesses au cinéma, Jean-Marie Poiré. Chouchou, je te préviens, la prochaine c'est pour toi. Si tu me suis pas, je te tue. Je préfère mourir de suite que de repartir avec toi, gros. Mais déconne pas, Josette! Je vais tirer dans la grosse! Ah, non, mais ça va pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour tomber dans cette maison de fou, hein? Mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein? Je parle pas pour moi, mais tenez, prenez Thérèse, par exemple. Non, c'est Chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. J'aime bien l'écouter en radio comme ça parce qu'on se rend compte à quel point ce sont des acteurs prodigieux, quand même, le sens du rythme. Oui. Ça, c'est un privilège fantastique d'avoir rencontré des acteurs aussi talentueux. Et c'est incroyable de voir vivre tout à coup les répliques, parce que il y a plein de répliques qui sont en fait relativement banales et qui deviennent géniales. Parce que, honnêtement, si vous lisez le texte, c'est cela, oui.
Louis, ça n'a aucun intérêt quand vous lisez un script. Et c'est pour ça d'ailleurs que les producteurs sont très souvent très cons, parce qu'ils sont incapables de lire avec le ton, ils lisent avec leur voix à eux, parce qu'on lit avec sa propre voix. Ouais. Et donc, ils lisent c'est cela, oui. Alors bon, là, c'était une pièce à succès. Donc, c'est cela, oui. Mais donc, c'est Thierry Lhermitte qui rend génial. Et c'est la même chose pour le hockey. Le hockey est une réplique que je trouve charmante. Je la trouve intellectuelle même. C'est-à-dire que c'était le hockey de Christian Clavier dans les visiteurs. Oui, pour moi, c'était failli être coupé, hein. Parce que votre producteur à l'intérieur n'aimait pas du tout ça, il trouvait que ça n'avait aucun intérêt. Non, il m'avait dit, on était en retard, il m'avait dit, il faut couper quelque chose. Alors j'ai dit, moi, tu sais, je ne m'opère pas. Quand je vais chez le médecin, je suis chez le dentiste, il me dit, il faut vous arracher une dent. Je ne fais pas moi-même. Hein, donc j'ai dit, tu me dis, est-ce que tu veux couper, et puis je te dirai si je suis d'accord ou pas. Parce que en fait, le vrai producteur, c'était moi. C'était pas du tout Alain Terzian qui était producteur exécutif. Bon. Donc à la limite, et d'ailleurs, il m'appelait parfois le boss parce que ça l'agaçait quand je lui disais ça le foutait en rogne. Donc il me disait oui boss. Bon. Et donc et puis il le lit tellement mal. Il le lit tellement mal que ça rend rien. Je me suis dit, mais il n'a pas forcément tort, parce qu'il me dit, vous avez écrit des meilleures répliques quand même que ok c'est dingue, ok c'est dingue, ok c'est dingue. Bon. J'ai dit, c'est vrai que c'est bon, peut-être qu'on peut couper ça. J'ai dit, écoute, oui, je vais réfléchir. Oui, c'est pas impossible qu'on le coupe. Et alors j'ai eu une chance fantastique, c'est que le dimanche j'étais travaillé avec ma chef monteuse, et comme on tourne pas d'une façon chronologique dans les films, on avait déjà tourné un hockey qui se passait beaucoup plus tard. Et donc je vois la prise, et je fais même la gueule, parce que je me méfiais du côté très flatteur des techniciens qui généralement trouvent bien ce qu'on fait. Ouais, mais non, c'est très bien. Bon, donc j'ai pris une tête renfrognée et j'ai fait, tu trouves ça marrant toi ça? C'est drôle? Et elle me répond, c'est pas du tout drôle, non. C'est inénarrable. et j'éclate de rire. J'ai fait, ah oui, je trouve ça très, très inénarrable. Elle m'a dit, j'étais plié en quatre quand j'ai vu les rushs, j'étais plié en quatre. Et c'était ma sensation. Ouais. Donc j'ai dit, c'est génial. Et j'ai appelé Terzian, j'ai dit, écoute, voilà, je vais pas du tout couper, on coupera plus tard si ça fonctionne pas, parce que je fais très attention aux réactions du public. Ouais. Et c'est pas le cas de beaucoup de gens en France. En Amérique, on vous impose des previews dans lesquels on montre du public, auprès des tests. Voilà, de plus en plus. Alors maintenant, ça se fait ici, mais à l'époque, moi, je les faisais moi-même. C'est-à-dire que, quitte d'ailleurs à aller chercher. Parfois, il n'y avait pas assez de gens dans la salle. J'allais dans la rue, je disais, vous voulez pas voir un film, venez. Et j'allais chercher des gens dans la rue. Quand c'est des visiteurs, c'est chouette. Et je mettais des micros pour écouter, pour enregistrer les rires, parce que on a un souvenir faux, même des projections. Déjà, mon bouquin de souvenirs est certainement très souvent très faux, parce que c'est très ancien. mais par contre, même déjà à 2 jours, 3 jours, on peut se gourer. Donc j'avais à l'époque, il y avait encore ce truc qui s'appelait le Walkman. Et donc, je mettais des petites cassettes et j'écoutais les rires. Et souvent, d'ailleurs, la monteuse disait non, ça a beaucoup plu. Et j'écoutais, ça n'a pas du tout plu. Regardez ça, ils ont toussé. Ah oui. Donc, et vous modifiez le montage derrière en fonction des rires. Et alors, il y a un acteur fil rouge dans votre livre, évidemment, c'est votre ami de 30 ans avec qui vous avez travaillé sur une dizaine de films. C'est Christian Clavier, qui signe d'ailleurs la préface de votre livre. Et alors, lui, il est inoubliable, hein, évidemment, dans ce rôle-là qu'on a entendu tout à l'heure de Katia dans Le Père Noël. Le Père Noël est une ordure aussi, c'est de lui dont je voulais parler. D'ailleurs, vous le comparez, comme on le fait souvent à De Funès, mais pour dire que Clavier a finalement une palette beaucoup plus large. Oui, je trouve. Louis, c'est très difficile de comparer les gens. Je pense que Louis est le plus grand acteur de tous les temps, parce que c'est un des rares acteurs qui était... Louis de Funès. De Funès était bon dans des... En général, les acteurs sont géniaux dans des chefs-d'œuvre. Ça, c'est la règle. Mais dans les mauvais films, ils sont moyens. Et beaucoup de films de Funès sont très, très moyens. Les scénarios sont lamentables, souvent. Mais par contre, ils transforment tout. Tout est génial, parce que même s'il est le bottin, il est drôle. Bon. Mais c'est vrai qu'il jouait toujours la même partition. C'est ça. Qui était la sienne, en fait. Qui était fantastique. Il a inventé une partition qui était celle de Louis. Alors que Christian Clavier joue des
des caractères. Il peut jouer un curé, et il peut jouer un travesti. C'est ça. Donc c'est quand même très large comme tessiture. Il peut jouer Jacot, il peut jouer Verneuil. C'est vraiment un acteur prodigieux. Et moi, je dois dire que c'est une chance incroyable d'être ami avec quelqu'un. Parce que déjà, vous voyez, c'est compliqué d'obtenir les acteurs pour leur acceptation, parce que souvent ils comprennent pas les films. Et ils comprennent d'autant moins les films, parce que moi, je fais des films terriblement expérimentaux, en fait. Ça fait rire quand je dis ça. Non, c'est vrai que vous passez d'un genre à un autre. Mais je passe d'un genre à un autre. Je ne fais pratiquement, sauf quand je fais les visiteurs 2, 3, 4, 8, 9, mais sinon, je ne fais pas ça. Papy fait de la Résistance, c'est très différent du Père Noël est une ordure. Oui, mais mes meilleurs copains qui arrivent complètement à contre-pied, je fais toujours ça m'amuse pas. J'ai envie d'explorer des terres nouvelles. Ouais, vous voyez, comme j'ai bien parlé là. Bon. Et donc voilà. Et donc c'est absolument génial d'avoir un acteur qui est généralement trop formidable, parce que c'est Christian Clavier qui m'a donné confiance dans Les Visiteurs. Tout le monde faisait tellement la gueule, c'est-à-dire que, vous savez, vous venez un soir à dîner, vous racontez une blague, elle fait pas rire, bon, éventuellement, si vous y tenez vraiment, vous essayez le lendemain. Deux râteaux de suite, vous arrêtez, vous dites la blague est pas bonne. Donc, quand vous allez voir, mon métier, c'est d'aller voir des gens qui distribuent de l'argent, qui vous permettent de faire les films, quand ils font la gueule, s'ils font tous la gueule, il y a un moment, on se dit, bon, je me suis peut-être trompé. Je lâche l'affaire. Mais quand je l'ai raconté à Christian, il a éclaté de rire. Il m'a dit, génial, j'ai envie de faire ça, c'est formidable. Il était emballé. Et emballé qu'on le fasse en vieux français. Tout ça lui plaisait beaucoup. Et moi, honnêtement, entre l'expertise d'un acteur comique comme Christian Clavier et celle de certains décideurs qui ont quand même des têtes de notaire, vous voyez, je veux dire, bon, le choix est vite fait. Oui. Rire est une fête de Jean-Marie Poiret, c'est disponible aux éditions Michel Lafon et c'est vraiment un régal. On va continuer à en parler, puis dans un instant on va retrouver Héloïse Goua pour un premier indispensable. On parle de quoi ce matin, Héloïse ? De la série événement de Prime, ça s'appelle Fallout. Je sais pas trop si j'ai aimé, mais en tout cas il faut en parler. Je sais pas trop si j'ai aimé non plus, j'ai regardé un peu. Bah voilà.